Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour parler de la Fashion Week Haute Couture qui a lieu à Paris du 5 au 8 juillet. Je vais commencer par faire un petit rappel de ce que c'est que la haute couture et d'où ça vient. Donc tout commence avec le designer britannique, oui vous avez bien entendu, britannique et pas français, Charles Frederick Worth, qui va ouvrir sa toute première maison de couture à Paris en 1858, c'est donc le premier couturier. 10 ans plus tard, donc en 1868, il va créer la Chambre syndicale de la confection et de la couture, et ça deviendra l'actuelle fédération de la mode et de la haute couture, qui aujourd'hui est chargée d'organiser les Fashion Week, que ce soit prêt-à-porter, couture ou croisière. Du coup, qui sont ces maisons qui ont le droit, le privilège de participer à ces Fashion Week haute couture? En fait, il y a 16 maisons qui sont inscrites au calendrier officiel. Mais chaque année, il y a des marques qui sont invitées à faire leur propre collection haute couture pendant la Fashion Week. Et là, c'est par exemple le cas de Balenciaga. Fun fact, j'ai découvert un truc récemment en faisant mes recherches, c'est qu'on peut visiter les ateliers de haute couture, mais pour la modique somme de 400 €. Donc écoutez, si ça vous intéresse, allez-y, moi je vais peut-être attendre de vendre un rein. Entrons tout de suite dans le vif du sujet avec le défilé qui a ouvert cette Fashion Week haute couture, et c'est Schiaparelli. Schiaparelli, c'est une assez vieille marque puisqu'elle a été créée à Paris en 1927 par l'italienne Elsa Schiaparelli. Schiaparelli, c'est vraiment une marque que j'adore parce qu'elle sort vraiment des sentiers battus. On sent qu'Elsa Schiaparelli aimait beaucoup s'amuser avec la mode. Elle était très amie avec plusieurs artistes surréalistes avec qui elle collaborait, par exemple Jean Cocteau ou Salvador Dali. Par exemple, elle a fait des accessoires et des vêtements assez loufoques comme ce chapeau chaussure, cette robe squelette ou encore ce collier avec des insectes. D'ailleurs, en parlant d'Elsa Schiaparelli, Gabrielle Chanel aurait dit un jour « L'italienne déguise les femmes, moi je les habille ». Et ça me fait encore plus aimer Elsa Schiaparelli parce que disons que je suis pas très fan de la personne qui était Gabrielle Chanel. Je vous ferai une vidéo sur elle un jour si ça vous intéresse. Revenons dans le temps présent, l'actuel directeur artistique de Schiaparelli, c'est Daniel Roseberry. C'est un créateur américain de 33 ans qui est donc à la tête de Schiaparelli depuis 2019, donc c'est assez récent. Avant ça, il était resté 10 ans chez Thom Browne, une marque américaine qui est aussi un peu dans le même délire de fringues un peu loufoques et qu'on n'a pas l'habitude de voir. La collection dont on va parler aujourd'hui, elle s'appelle Matador Couture et en effet, on va retrouver des références au monde de la tauromachie tout au long de cette collection. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à propos de cette collection, Daniel Roseberry a dit que c'était la première fois qu'il était vraiment tombé amoureux de la couture. Et c'est vrai que dans cette collection, on sent vraiment un retour de Daniel Roseberry à ce qui fait un peu l'essence de la couture, avec vraiment un travail sur les tissus, sur les broderies, sur l'incrustation de bijoux et de pierres, etc. Donc comme je vous le disais, Elsa Schiaparelli, elle a collaboré avec beaucoup d'artistes surréalistes. En collaboration avec Picasso, elle avait notamment fait des gants avec des espèces de faux ongles incrustés et on retrouve cette idée dans ses chaussures à orteils dorés. On a aussi ce collier doré absolument incroyable qui représente les bronches d'un poumon et que Bella Hadid a porté au Festival de Cannes. En fait, quasiment tous les bijoux représentent une partie du corps humain. Donc, on a des tétons, des nez, des oreilles. On a même une ceinture avec une boucle abdominaux. De manière un peu plus classique, on a un sac en forme de bouche. Pour rester dans les références surréalistes, on a cette robe noire qui est totalement brodée de robe dans le dos. Enfin, regardez cette broderie de près, elle est vraiment magnifique. Et elle est inspirée par ce manteau fait en collaboration entre Jean Cocteau et Elsa Schiaparelli en 1937. Regardez par exemple le revers de cette veste qui est brodée et qui représente en fait un maître de couture. Et c'est une référence au parfum Shocking qui est sorti en 1939 et dont la bouteille était une veste avec un maître de couture autour du cou. Et comme c'est de la haute couture, on a bien évidemment des robes de soirée absolument somptueuses, comme cette magnifique robe bleue à seins coniques qui rappelle les bustiers de Jean-Paul Gaultier. On a aussi des robes avec un tissu argenté, je me suis demandé ce que c'était, et non, c'est pas de l'aluminium, c'est de la peau d'anguille. Je pense qu'on aurait pu s'en passer, qu'il y aurait d'autres matières qui auraient pu faire le taf. En fait, pour chaque tenue, Daniel Roseberry il a voulu faire quelque chose d'hyper frappant et qui serait digne d'être en couverture d'un magazine, quoi. Et c'est aussi en ça que je trouve très intéressant, c'est parce qu'il a compris l'importance d'un red carpet. Parce qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'une star porte une tenue Schiaparelli, c'est un peu l'événement. Je pense à Noah Cyrus, à Beyoncé ou encore à Emma Corrin.
Van Herpen, c'est une créatrice néerlandaise qui fait uniquement des collections haute couture et elle est connue pour utiliser la technologie dans la mode, par exemple la découpe au laser ou l'impression 3D qu'elle est la première à avoir utilisé en mode. Elle a vraiment un univers assez unique qui est très inspiré de la nature. Cette collection-là, elle s'appelle Earthrise, donc c'est-à-dire le lever de terre. C'est le nom de cette photo qui a été prise par l'astronaute William Anders en 1968 depuis la Lune. Et ce qui est assez fou, c'est qu'elle a fait appel à la championne du monde de chute libre Domitille Kiger, c'est-à-dire que la meuf s'est jetée d'un avion en robe haute couture et s'est fait filmer par un photographe pendant sa chute. Et ce qui est intéressant, c'est surtout de voir cette robe en mouvement parce qu'elle chute quand même à 300 km/h et on voit en fait toutes les petites pièces de tissu s'agiter au gré du vent et ça donne vraiment un effet magnifique. Dans le reste de la collection, il y a 3 tenues qui sont inspirées du travail de Rogan Brown, qui est en fait un artiste qui taille le papier mais de manière extrêmement fine. Disons qu'on a un autre niveau que la cocotte en papier de CE1. Et Iris Van Herpen a dit que c'était les robes qui avaient mis le plus de temps à faire et je veux bien la croire. Dans cette collection, il y a aussi 5 robes qui ont été faites à partir de plastique recyclé qui ont été récoltés par l'ONG Parley for Oceans, qui en fait récupère le plastique qu'il y a dans les océans. Donc c'est une démarche intéressante et qui est pas du tout du greenwashing parce que Iris Van Herpen, elle a toujours été dans la défense de l'environnement et de la nature. Pour cette collection, elle a aussi apporté une attention particulière aux bijoux en faisant appel à l'artiste James Marley qui a fait ces sortes de bijoux métalliques qui ressemblent un peu à des masques. Pour cette robe-là, elle a travaillé avec l'artiste Casey Curran avec qui elle avait déjà travaillé sur des robes absolument incroyables pour les précédentes collections. Et celle-ci, elle est inspirée de l'effet papillon, donc c'est-à-dire que chaque action qu'on fait a un impact quelque part dans le monde. Et si vous me suivez sur Instagram, vous devez savoir que en même temps que la Fashion Week Haute Couture, c'était le Festival de Cannes. Et donc on a eu l'occasion de voir 2 ou 3 robes Iris Van Herpen Haute Couture de cette collection-là sur le red carpet. Parlons maintenant du défilé Dior. Le défilé Dior haute couture, il a eu lieu en plein milieu du jardin du musée Rodin à Paris. En fait, ils ont fait une installation temporaire. À l'intérieur de cette construction, les murs étaient recouverts d'une tapisserie imaginée par l'artiste Eva Jospin. Et en fait, les broderies étaient totalement faites à la main par une école de broderie indienne. C'est donc Maria Grazia Chiuri qui est à la tête de la direction artistique de Dior depuis 2016. Et pour cette collection, elle a voulu parler du fil et de son importance dans l'histoire. Et ça se traduit donc par un travail énorme sur les matières. Pas mal de tweed, mais pas un tweed aussi sophistiqué qu'on peut voir chez Chanel. Quelque chose de plus brut, de plus naturel, sur des manteaux, des vestes, des robes, des jupes et même des bottes. On a aussi ces looks en soie dont personnellement je me serais passée, et surtout les broderies. Et bien sûr, que serait un défilé Dior sans la revisite du tailleur bar? Donc je le rappelle, le tailleur bar a été créé en 1947 par Christian Dior. C'est une veste de tailleur resserrée à la taille et qui est plus évasée au niveau des hanches. Donc là, Maria Grazia Chiuri, elle nous offre une version pantalon avec des manches un peu bouffantes et un col rétréci. Regardez la matière de ce modèle-là, j'ai juste envie de le bouffer. Comme autre référence à l'héritage Dior, elle s'est plongée dans les archives du Dior des années 60 quand Marc Bohan était directeur artistique. Par exemple, elle a remis au goût du jour cette coiffe de hockey qu'il avait créée en 1964. Mais ce que tout le monde attend dans un défilé Dior par Maria Grazia Chiuri, c'est bien évidemment ces robes évanescentes, flowy, princesse, ce que tout le monde, trop de monde, aime porter sur les tapis rouges. Donc on retrouve beaucoup de mousseline, énormément de plissés, cette série-là je suis absolument fan. D'autres robes plissées que je trouve un peu moins originales, pas mal de tressage du tissu qui permettent de structurer les robes et de donner du volume. Et comme c'est la tradition dans les shows couture, le défilé se termine par la robe de mariée, qui rend hommage à la nature, à Mère Nature. On a des plumes, de la mousseline, de la transparence, enfin bref, une farandole de techniques artisanales. Et comme à chaque fois dans les défilés Dior, je trouve qu'il y a beaucoup trop de looks et on aurait pu se passer clairement d'un tiers. Je voulais aussi vous parler de la maison Rabie Kairouz qui a été créée par le créateur libanais Rabie Kairouz en 1997. C'est très bien de parler des grands défilés, des grandes maisons comme Dior ou Chanel, mais c'est aussi bien de parler des créateurs plus indépendants dont on ne parle pas forcément dans la presse. Donc ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est qu'il a un peu pris le concept de haute couture à contre-courant en livrant un peu ses 6 essentiels,
mais version luxe. Lui, ce qu'il veut faire, c'est des vêtements que les gens vont véritablement porter, et c'est exactement la réflexion que je me suis faite quand j'ai vu cette collection. Je me suis dit, ouais, c'est hyper simple, mais complexe à la fois. C'est quelque chose que je verrais tellement dans ma garde-robe et que je pourrais garder des années et des années. Par exemple, on a ce trench coat déjà avec un magnifique volume et sur lequel il a cousu des broderies souvenirs. En fait, c'est des petites choses qu'il a collectées lors de ses voyages en balade en forêt ou sur la plage, qu'il a ensuite moulé et qu'il a fait faire en métal rehaussé de strass. On a aussi le classique costume noir, mais avec un twist, avec cette grande ouverture dans le dos. Rabbi Kero, c'est vraiment un créateur qui pense à la praticité des vêtements, au côté utile des détails. Par exemple, ajouter des fentes à des endroits stratégiques pour faciliter le mouvement, comme sur ce gigantesque manteau. C'est vraiment ma pièce favorite, mais regardez la beauté avec ses franges en velours sur le bas, je le veux. On a aussi cette robe en tulle bleu où en fait il a cousu des fleurs séchées avec du fil orange et il aime beaucoup l'idée que cette tenue va évoluer dans le temps à mesure que les feuilles vont tomber. Et on a aussi cette autre robe noire en gaze de coton qui a l'air hyper légère, hyper confortable avec ses tissus un peu effilochés. Enfin bref, dans l'ensemble, je trouve que c'est une collection hyper cohérente, il n'y a pas besoin de 100 000 looks et cette collection, elle le prouve totalement. Passons maintenant à Chanel et je vous avoue, quand j'ai vu le défilé, je me suis dit, c'est compliqué quoi. Le show a eu lieu au Palais Galliera, qui est le musée de la mode à Paris. Et en fait, historiquement, Chanel a fait ses défilés au Grand Palais, sauf que là, il est en travaux, donc ils ont décidé de déplacer ça au Palais Galliera. En plus, en ce moment, il y a une exposition qui est dédiée à Gabrielle Chanel, donc tout ça faisait sens. Si vous ne le savez pas, Virginie Viard, c'est la directrice artistique de Chanel, qui a donc succédé à Karl Lagerfeld. C'était son bras droit et son bras gauche, comme il aimait le dire. Le point de départ de cette collection, en fait, c'est des photos de Gabrielle Chanel qui ont été prises dans les années 30, où elle était habillée pour un bal costumé façon fin du 19e siècle. Ces photos lui ont tout de suite rappelé donc la période fin 19e, ainsi que les peintres comme Berthe Morisot, Édouard Manet ou Marie Laurencin qui avait justement fait un portrait de Gabrielle Chanel en 1923. Et d'ailleurs, sur ce portrait, elle porte une sorte de blouse, et on reconnaît l'inspiration sur cette blouse-là à sequins, en version pas moderne. Cette robe-là, par exemple, c'est un clin d'œil à la peintre Berthe Morisot, qui était connue pour porter des petits nœuds noirs, et des petits nœuds noirs, il y en a partout dans la collection. Et encore une fois, je trouve que c'était vraiment pas nécessaire. Donc on retrouve l'inspiration des peintres impressionnistes dans les tweeds notamment, qui sont indissociables de la maison Chanel, comme sur des manteaux ou des ensembles de tailleurs. Personnellement, je trouve le rendu assez lourd, surtout au niveau des coupes, mais on retrouve aussi ce travail de l'impressionnisme dans les broderies de sequins qui sont très jolies, comme là sur le bustier de cette robe ou encore ses jupes. Je suis consciente qu'il y a un travail énorme de la part des artisans qui travaillent la plume, la broderie, etc. Notamment de l'atelier Le Marié qui est extrêmement connu et qui est là depuis des siècles. Par exemple, pour tout le travail de plume sur ce cardigan, il aura fallu 2000 heures, donc c'est vraiment un travail énorme. Et quand on zoome sur les tissus, on voit que les détails sont vraiment hyper magnifiques, hyper minutieux, mais je suis désolée, je trouve que le rendu global est vraiment pas moderne. Virginie Viard, elle a aussi voulu intégrer quelques silhouettes plus légères, comme ces petits déshabillés, comme elle les appelle. Et du coup, comme pour Dior, pour clôturer le show, il y a la robe de mariée qui a été portée par Margaret Qualley, qui est la fille de l'actrice Andie MacDowell et qu'on a notamment vu dans Once Upon a Time in Hollywood. Sur Vogue Runway, ils décrivent la robe comme un rose pâle, mais moi je la vois plutôt crème. En tout cas, il y a une belle coupe, il y a un beau tombé, un beau volume. C'est bon, le massacre est fini, je suis désolée à tous les fans de Chanel, mais on va passer tout de suite à Julien Fournier. Julien Fournier, c'est un créateur français qui a créé sa marque en 2009 et qui est du coup au calendrier officiel de la haute couture depuis 2017. Il a notamment dit, pour moi la haute couture c'est la coupe, pas les froufrous. Petite manchette dans la gorge à Giambattista Valli. Cette collection, Julien Fournier, il l'a centrée autour des jeux vidéo, des super-héros. Donc en fait, il y a 16 tenues qui sont un peu présentées comme des avatars de jeux vidéo qui tournent sur une plateforme sur eux-mêmes. Du coup, ça fait penser au moment juste avant de lancer le jeu vidéo où on fait le choix de son propre personnage, le choix des tenues, etc. Et donc chaque tenue et chaque personnage a un nom. Par exemple, on a l'espion, on a le bouncer, on a le sorcier qui est incarné par Julien Fournier lui-même. Il a aussi fait appel à l'actrice française Audrey Fleurot qui incarne l'impératrice et l'actrice belge Déborah François qui incarne la Furie, qui moi, son look me fait penser un peu à Astérix.
Donc à chaque fois, il y a une esthétique hyper définie. Là, par exemple, on a un manteau en cuir verni qui est vraiment sublime. Ou encore cet ensemble violet qui a pris énormément de temps à faire, j'en doute pas, qui est recouvert de 2000 boutons. Ah oui, et ce corset, je veux le même. Maintenant, le moment que vous attendez tous, le défilé Balenciaga. C'était un des plus gros événements de cette Fashion Week parce que ça faisait 53 ans que les ateliers de couture avaient fermé, ça faisait 53 ans qu'il n'y avait pas eu de défilé Balenciaga haute couture, et donc c'était le premier défilé haute couture en 53 ans. Cristóbal Balenciaga, c'est un grand couturier espagnol qui a fondé sa maison de couture à Paris en 1937. Il est connu pour son travail des volumes, ses robes très architecturales aux formes avant-gardistes. C'était quelqu'un d'extrêmement admiré de son vivant, que ce soit par Gabrielle Chanel, Hubert de Givenchy ou Christian Dior. Tout le monde était baba devant son talent. Et patatras, en 1968, Cristóbal Balenciaga décide de fermer ses ateliers couture. Il ne se reconnaît plus dans les mœurs et dans les codes de la société française. Mais 68, la libération de la sexualité, l'avènement des mini-jupes, etc. Tout ça, c'était too much pour Cristóbal. Donc là, on se trouve 53 ans après, juillet 2021, avenue Georges V, dans les anciens ateliers de couture de Balenciaga. Et cette fois, c'est le créateur géorgien Demnak Vassalia qui est directeur artistique de Balenciaga depuis 2015. C'est un créateur connu pour sa vision casual et sportswear de la mode, qu'il a notamment véhiculé à travers son label Vêtements. Il y avait pas mal d'appréhension autour de ce défilé, les gens se demandaient mais qu'est-ce que ce jeune homme disruptif va bien pouvoir faire? Va-t-il cracher sur le travail du grand Cristóbal Balenciaga? Va-t-il nous étonner? Donc déjà, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que le défilé s'est déroulé sans aucune musique. Donc c'est-à-dire que les mannequins allaient et venaient dans ces anciens ateliers couture, et on entendait seulement le bruit des vêtements ainsi que les gens qui tout sautaient un peu. Ça avait un côté extrêmement gênant, mais en même temps l'attention elle était tellement concentrée sur les vêtements que c'était juste parfait. Et en plus ça rend hommage à la manière dont les défilés ont commencé parce qu'au début il n'y avait aucune musique. Je vous laisse donc apprécier ce doux bruit de frottement. Pour commencer, on a eu droit à plusieurs ensembles de costumes noirs qui faisaient la part belle au tailoring. Vraiment, si je devais mettre 20 000 boules dans un costume, ce serait dans un Balenciaga haute couture. Pour faire ces costumes, Demnak Vassalia a fait appel aux tailleurs de Savile Row qui sont extrêmement réputés pour ça. Ils ont d'ailleurs fait des costumes pour les rois et les reines d'Angleterre et ils travaillaient déjà avec Monsieur Balenciaga. Pour cette collection, Demna voulait vraiment faire une couture dépoussiérée qui parlait à plusieurs générations. Autant aux hommes qu'aux femmes, il voulait vraiment travailler le côté pratique, construire une garde-robe contemporaine mais version couture, et c'est là qu'on retrouve un peu son côté provoque. Par exemple, il a fait un t-shirt noir mais version couture. Et il a même dit que ce t-shirt lui a mis plus de temps à concevoir qu'une robe de soirée. Et malgré ce côté disruptif, on retrouve quand même du Cristóbal Balenciaga à travers ses manches extrêmement volumineuses. Il a aussi revisité le trench, le total look jean, l'ensemble de survêt ou encore le sweat à capuche gris que je désire secrètement. On a aussi un gros pull en maille, sauf que non, ce n'est pas de la maille. Ce sont des petites chaînettes accrochées les unes aux autres et qui de loin donnent un effet de pull en laine et je trouve ça assez ouf. On retrouve la même idée dans ces peignoirs gigantesques. A priori, on pourrait se dire mais what the fuck, des peignoirs couture. Et en fait, quand on s'approche, on se rend compte que c'est des micro-plumes qui sont attachées à la main une à une. Enfin, ça donne tellement envie de se rouler dedans. On a aussi ces 3 looks en fausse fourrure qui en fait sont faits à partir de fils de soie et on dirait vraiment des plumes, enfin c'est assez incroyable. D'ailleurs il y a de plus en plus de marques qui se mettent à la fausse fourrure, notamment des marques du groupe Kering, sauf Yves Saint Laurent. Donc je sais pas vraiment ce que vous attendez Saint Laurent, mais il faudrait passer la seconde. On a aussi quelques touches de couleur dans cette collection avec ces parkas au volume assez incroyable qui font penser à des créations de Cristóbal de 1954. Là on a un autre hommage au grand couturier, c'est la Rose Dress de 1967. Et puis, bien évidemment, on a ces robes de soirée absolument somptueuses. J'ai envie de dire heureusement, sinon il se serait fait taper sur la tête. On a celle-ci avec des jeux de drapés qui suivent la courbe du corps qui est absolument magnifique et qui me fait beaucoup penser à la robe Harp de Charles James dont je vous avais parlé dans ma vidéo sur les costumes de Cruella que je vous mets juste là si vous ne l'avez pas vue. On a aussi cette robe-là qui est ma préférée, qui est recouverte de broderies absolument somptueuses sur l'avant. Et en fait, sur l'arrière, on se rend compte que c'est un pantalon de costume noir qui est associé avec des gants d'opéra noirs qu'on va retrouver sur plusieurs looks et qui ramène beaucoup de chic.
En parlant de chic, j'ai oublié de vous parler de ces chapeaux incroyables qui font un peu penser à des soucoupes volantes. D'ailleurs, si vous voulez l'essayer, il y a un filtre sur Instagram. Et donc ce chapeau, il a été créé par le modiste, c'est comme ça qu'on appelle les créateurs de chapeaux, Philip Tracy, qui est un modiste irlandais et qui a notamment beaucoup travaillé avec la famille royale et aussi il travaille pas mal sur le Met Gala. Il a notamment fait ce couvre-chef pour Sarah Jessica Parker. Et pour clôturer le show, Demna Gvasalia nous livre sa version de la robe de mariée qu'il a définie comme genderless, c'est-à-dire qu'il peut aussi bien être porté par des hommes, par des femmes ou par des personnes non binaires. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elle me fait bader cette robe, mais regardez-la en mouvement. On dirait vraiment la nonne dans Conjuring. Salut toi, c'est la Amandine du futur. Désolée de t'interrompre dans le visionnage de ta vidéo, mais je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et scinder la vidéo en deux parce que sinon ça durera des plombes. Donc je vous dis à très vite. N'oubliez pas de mettre un pouce si cette vidéo vous a plu, à vous abonner à mon compte Instagram si c'est pas déjà fait, et je vous dis à très vite. Ciao!